Donc, mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour écouter l'exposé, la conférence invitée de Monsieur Tomasz Swoboda. On est heureux de vous retrouver, même si c'est un samedi et peut-être vous aurez ou vous avez d'autres préoccupations, mais on espère passer de très bons moments en bonne compagnie, en excellente compagnie de Tomasz Swoboda qui va nous parler de sa traduction concernant, enfin, sa traduction de Sodome et Gomorrhe. Et je vais demander à Renata Jakubczuk de présenter notre conférencier, de nous dire quelques mots à propos de sa carrière scientifique et peut-être également quelques mots sur sa vie un peu plus personnelle. Mhm. Merci beaucoup. J'ai le plaisir de vous présenter essayiste et traducteur Tomasz Swoboda, qui est professeur à l'université de Gdańsk où il enseigne à la faculté des lettres. Il est l'auteur d'ouvrages consacrés à l'art et la littérature et j'ai répertorié 4 livres en polonais, un autre en français. Les livres en polonais, c'est une thèse sur la littérature décadente. To jeszcze nie koniec, doświadczenie czasów, powieści o dekadentach, de l'édition Słowo, obraz, terytoria de 2008. Recueil d'essais sur la traduction, sur l'idée de la déformation dans la modernité. Euh, Et avant, Historię oka, Bataille, Léris, Artaud, Blanchot, 2010. Et en français, Histoire de l'œil de 2013. Et j'ai vu aussi que cette année, Tomasz Swoboda a publié un autre livre en polonais, Deformacje nowoczesności, dans l'édition Officina. Il traduit en polonais, entre autres, des œuvres de Baudelaire, Nerval, Barthes, Bataille, Caillois, Léris, Ricoeur, Didier Huberman, Mouawad, Le Corbusier, ainsi que la série de bandes dessinées Arles. Il est également membre du jury du prix littéraire Gdynia. Il travaille actuellement sur la traduction de Sodome et Gomorrhe et de La prisonnière de Proust, prévue à publier en 2022 et 2023. Et je peux ajouter, je me permets, qu'il est encore, il s'occupe d'autres choses aussi et il aime beaucoup la musique. Il est guitariste du groupe Columbus Duo. Il a d'autres aussi, comme il vient de dire, champs d'intérêt, mais arrêtons-nous là. Voilà notre Merci. conférence d'aujourd'hui. Tomek, à toi la parole. Oui, merci, merci, chers collègues, Renata, pour cette présentation. Donc, comme je l'ai dit, en fait, avant notre rencontre officielle, n'est-ce pas, j'essaye un peu de séparer, disons, mes existences qui sont, comme c'est le cas de chacun, plurielles. Et donc, celle de traducteur, celle de chercheur. J'essaye aussi un peu de me déplacer entre les deux. Donc, c'est vrai que je suis en train, en fait, j'ai fini ma traduction de Sodome et Gomorrhe, c'est à l'étape de l'édition, en fait. Pour La prisonnière, c'est l'avenir. Mais en fait, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de ma traduction. Si vous voulez, on peut échanger là-dessus après ce que je voudrais vous dire. Je voudrais justement parler un peu du romanesque proustien tel qu'il m'apparaît après cette expérience traductologique. Mais comme vous savez, n'est-ce pas, la traduction, c'est surtout la lecture. La traduction, c'est surtout la lecture, une lecture détaillée, une lecture plus ou moins
approfondie. Et donc, c'est pour ça que je me permettrai de vous occuper aujourd'hui presque exactement une semaine avant Noël. Donc, désolé encore une fois pour ce sujet un peu lourd, Proust, Sodome, Gomorrhe. En plus, ma lecture qui n'est pas très gaie en fait pour ce qui est de l'écriture proustienne et du monde tel qu'il le présente. Donc, voilà, mes excuses. Et oui, à l'automne de cette année, j'étais à Paris et les plus importants musées parisiens ont rendu hommage à Christian Boltanski, un grand artiste de la mémoire, décédé quelques mois plus tôt. Au Louvre, dans la célèbre salle 710, c'est-à-dire dans la grande galerie de l'aile Denon au premier niveau, parmi les tableaux de Léonard de Vinci, de Raphaël, de Mantegna et d'autres, ont été placées les archives de Christian Boltanski. Donc, les archives, c'est un mur composé de 620 tiroirs en métal rouillé. Boltanski il a consigné plusieurs milliers de documents qui constituent l'histoire de sa vie dans les années 1965-1988. Et quand, complètement abasourdi, j'ai regardé cette œuvre monumentale au milieu des miracles du Quattrocento, il m'était difficile, malgré le gouffre esthétique qui sépare les deux œuvres et malgré la sévérité très sombre avec laquelle Boltanski a construit ses archives, de résister à l'impression que je regarde un équivalent visuel de la recherche proustienne. Quelques décennies de vie rassemblées en un seul endroit et séparées par les cloisons des tiroirs, des centaines de faits et d'artefacts, peut-être catalogués, peut-être dispersés dans le désarroi, peut-être parce que nous ne savons pas ce qui se trouve vraiment, en fait, oui, parce qu'on ne peut pas l'ouvrir. Donc, des dizaines de sentiments et d'expériences, en apparence donnés à nous, car nous les avons comme ça devant nous, à portée de main, mais inaccessibles. Même si nous sortions ces tiroirs en tôle, l'un après l'autre, ou peut-être au hasard, en voyant à chaque fois autre chose, un ordre différent, et certainement en oubliant ce qu'il y avait dans ceux que nous avions déjà vus. Donc je me demande toujours si cette rencontre virtuelle de deux artistes qui ont décidé, pour ainsi dire, de se mettre au service de la mémoire, s'il y a quelque chose de plus qu'une coïncidence temporaire, d'une visite dans la salle 710 du Louvre, d'une réflexion à l'occasion de cette conférence au sujet de Sodome et Gomorrhe, la dernière partie de la recherche que Proust a réussi à corriger avant sa mort en novembre 1922. Donc, le volume que l'on peut appeler, donc, non seulement pour cette raison, son testament littéraire. Dans cette association, il y avait certainement une part de cette monomanie qui est la nôtre quand on consacre 2 ans, 3 ans de sa vie à un auteur, à un écrivain. Donc, Sodome et Gomorrhe, c'est un volume qui, dans l'intention de l'auteur, n'en était pas un. Sodome et Gomorrhe 1, c'est la dernière partie du dernier volume du Côté de Guermantes, publié en 1921. En janvier de l'année suivante, en 1922, lorsque Sodome et Gomorrhe 2, en 3 volumes, est chez l'imprimeur, Proust informe Gaston Gallimard qu'il y aura encore Sodome 3, Sodome 4, et peut-être même une 5e et 6e partie de ce mini-cycle en expansion dans l'ensemble de la recherche. À des fins commerciales uniquement, la maison d'édition publiera, après le décès de l'écrivain, Sodome 3 comme La prisonnière et la 4e partie comme Albertine disparue, également publiée plus tard sous le titre La fugitive. Quant aux parties 5 et 6, ce ne sera pas un grand abus de la distinguer
au sein de la première moitié du temps retrouvé, consacré après tout à l'existence sodomique de Charlus et de Saint-Loup. Et pourtant, dans un projet déjà près de la recherche de 1913, Sodome et Gomorrhe n'existait pas encore. La symétrie était alors véritablement cartésienne. Temps perdu, temps retrouvé, et dans le cadre du premier, le côté de Swann, le côté de Guermantes. 3 volumes n'attendant qu'à être écrits et seulement partiellement édités, car dans les notes de Jean Santeuil et pour Jean Santeuil et pour Contre Sainte-Beuve, il y a des fragments entiers presque prêts à l'emploi qui se retrouveront en fait dans la version finale de la recherche. Proust aurait probablement terminé un tel travail avant sa mort, et celle-ci n'aurait peut-être pas été accélérée par de nombreuses années d'enfermement, de confinement dans une pièce couverte de liège. Un ouvrage en 3 volumes, peut-être, n'épuiserait pas complètement la vie d'un corps asthmatique. En 1913, cependant, Proust emploie comme secrétaire Alfred Agostinelli, qu'il rencontre en 1907 à Cabourg, qui abandonne l'écrivain en décembre 1913 et qui, en mai 1914, meurt lors d'une leçon de pilotage qu'il prend sous le nom de Marcel Swann. Ce n'est qu'alors qu'apparaît l'idée d'un roman sur Albertine qui occupe aujourd'hui près de la moitié de l'ensemble du cycle, alors que le Sodome et Gomorrhe d'aujourd'hui est une sorte de clé de voûte de l'ensemble, une transition élargie entre les 2 projets, celui d'avant 1914 et celui d'après cette date, et en même temps une somme spécifique du romanesque proustien, une observation attentive de l'inversion, non seulement sexuelle, un portrait social et une analyse de l'amour. Comme le précise Antoine Compagnon, Sodome et Gomorrhe est le meilleur poste d'où observer le roman entier. Proust était pleinement conscient de la nature unique de cette partie de la recherche. En septembre 1921, il écrit à Gaston Gallimard. Cet ouvrage, il pense à Sodome 2, est le plus riche en faits psychologiques et romanesques que je vous ai encore donné. Un peu plus tôt, en janvier de cette année, ce n'est qu'en mode d'annonce qu'il assure l'éditeur qu'une fois les volumes terminés, ces volumes, c'est Guermantes et Sodome et Gomorrhe 1, dont la fin du reste sera annonciatrice de la suite, dit-il, nous serons définitivement débarrassés des mondanités, lenteurs, etc., dont l'utilité se comprendra d'ailleurs par la suite. Et Sodome 2, Sodome 3, Sodome 4 et le temps retrouvé vous donneront, je l'espère, de ce qu'on pourra peut-être alors appeler mon talent, une idée qui ne vous fera pas regretter de m'avoir appelé parmi vos auteurs. En fait, Proust n'épargne pas au lecteur les épisodes que l'on pourrait trouver dans un roman d'aventure du XIXe siècle, qu'il suffise de rappeler l'histoire du duel manqué du baron ou du double rendez-vous galant de Morel et du prince Gilbert, d'abord au bordel, avec Charlus observant la scène à travers une porte, puis dans une villa louée par le prince, où les portraits de la famille de Guermantes suffisent à eux seuls pour que le violoniste prenne la fuite. En même temps, ces épisodes sont adjacents au fragment peut-être le plus émouvant de la recherche, c'est-à-dire les intermittences du cœur, tel devait être d'ailleurs le titre de l'ensemble. Intermittence du cœur peut être la seule partie du roman dans laquelle Proust laisse libre cours à la tragédie de la mort et de l'amour, sans l'équilibrer par une distance émotionnelle ou l'ironie. Mais Sodome et Gomorrhe, c'est aussi, sinon principalement, un roman sociologique. Dans Le jeune fille en fleurs, il disait déjà: pareil au kaléidoscope qui tourne de temps en temps, la société place successivement de façon différente des éléments qu'on avait cru immuables et composent une autre figure. Donc, du côté de chez Swann, il soutient que même au point de vue des plus signifiantes choses de la vie, nous ne sommes pas un tout matériellement constitué, identique pour tout le monde et dont chacun n'a qu'à aller prendre connaissance comme d'un cahier des charges ou d'un testament. Notre personnalité sociale
est une création de la pensée des autres. Les deux premières parties de la recherche sont quand même plus centrées que le reste du roman sur la personne du narrateur et sur les expériences individuelles. Les phrases citées annoncent plutôt le côté de Guermantes et Sodome, de grandes fresques sociales où s'affirme le caractère kaléidoscopique de la vie collective et le thème de l'incompatibilité du moi, ou plutôt de l'image que l'on se fait de ce moi, avec la manière dont on est perçu par les autres. Ce moi s'avère pluriel. Découvrir la princesse Sherbatov dans la personne de la tenancière d'un bordel, ou voir une femme dans le baron moustachu et ventru, ne signifie pas connaître leur véritable essence, mais plutôt voir la multitude de leurs visages, de nos visages. Pour découvrir la dimension fluide et performative de la personnalité humaine, il n'est pas nécessaire de lire les théories contemporaines consacrées à ces phénomènes. Quand nous venons au monde, non seulement un langage nous attend, mais aussi une société. Et c'est dans ces yeux que nous regardons comme dans un miroir. Et aux yeux de Proust, ces miroirs scintillent de 1000 couleurs. Le tournant des 19e à 20e siècles est la fin d'un monde et le début d'un autre. L'une des premières fins est l'un des premiers débuts de la modernité. Proust essaie de saisir ces changements, de refléter dans ses portraits, contrairement à leurs apparences très sommaires, comme s'ils venaient de la main du peintre de la vie moderne de Baudelaire, le caractère scintillant de personnages individuels qui ne peuvent être compris que sur le fond de ces changements sociaux. Les Verdurins dévisagent les salons du monde, mais leur propre clan a des caractéristiques complètement différentes, marquées par la curiosité bourgeoise pour le monde, remettant en cause plutôt qu'imitant le modèle du milieu aristocratique. Et la patronne elle-même, presque exclusivement comique au début, gagne en profondeur sur fond des aristocrates superficiels qui se compromettent sans cesse à cause de leur ignorance. Les idéaux de Madame de Cambremer sont du côté du vieux monde, pétri d'esthétisme, mais en même temps, la jeune marquise croit naïvement au progrès linéaire de l'art, au sein duquel Wagner doit être un meilleur artiste que Chopin. À son tour, Albertine appartient à ce monde nouveau. Sa mobilité et ses activités sportives sont comme tirées directement des publications du professeur Adrien Proust, le père de Marcel, pionnier dans le domaine de la gymnastique et de l'hygiène de vie, ouvrant la voie aux théories modernes d'un corps sain et beau. Tous les personnages du roman oscillent entre ces mondes très différents. Ils passent de l'un à l'autre, regardent leurs idéaux et prétendent qu'ils correspondent parfaitement à chacun d'eux. Le statut social d'un individu, semble dire Proust, est un objet de désir universel. Son roman est une série interminable de tentatives pour être accepté quelque part, dans une académie, un salon ou simplement au travail. Ça, c'est un aspect intéressant du panorama social fort incomplet que nous présente Proust. Bien que, comme l'écrivait Jean Istadier dans sa thèse classique, accuser Proust d'avoir écrit sur aristocratie et non sur les ouvriers, c'est comme accuser Cézanne de peindre des pommes et des pêches. Mais c'est précisément à cause de cette incomplétude qu'il est difficile de lire la recherche comme une image des changements sociaux au tournant des siècles. Néanmoins, il est tout aussi difficile d'ignorer le fait que les personnages de serviteurs jouent un rôle beaucoup plus important dans le roman que dans d'autres œuvres sur la vie mondaine de la Belle Époque, chez Bourget, Colette, Lorrain ou des auteurs de moindre envergure comme Paul Hervieux ou François Desnuon. Il ne semble pas que le but de Proust soit de faire une sorte d'appréciation de ce groupe social ou de défendre ses droits, malgré un passage surprenant sur le fantasme d'une nouvelle révolution sociale, que je me permets de citer. En voyant le liftier prêt, dans son désespoir, à se jeter des 5 étages, je me demandais si nos conditions sociales se trouvant respectivement changées du fait, par exemple, d'une révolution
Au lieu de manœuvrer gentiment pour moi l'ascenseur, le lift, devenu bourgeois, ne m'en eût pas précipité. Et s'il n'y a pas dans certaines classes du peuple plus de duplicité que dans le monde où, sans doute, l'on réserve pour notre absence les propos désobligeants, mais où l'attitude à notre égard ne serait pas insultante si nous étions malheureux. En donnant la parole au lift, laquais et serveurs, Proust parle de l'universalité et de l'uniformité des désirs humains qui, quelle que soit la position sociale, reposent sur le besoin de reconnaissance et résultent de l'égoïsme qui imprègne le monde entier. Et les témoignages de l'époque prouvent que l'auteur de la recherche n'exagère pas du tout dans les allusions aux différents types de services fournis par le personnel de l'hôtel. Je pense ici à un ouvrage de François Carlier, qui était à l'époque le commandant dans la préfecture de police à Paris, qui a publié un ouvrage intitulé « Les deux prostitutions » en 1887, là où il parle justement des prostitutions qui étaient en fait en cours et gérées par les tireurs, par les personnels des hôtels mondains à l'époque. Mais surtout, Proust agit en romancier et dégage de ses observations psychologiques des effets littéraires, souvent comiques. L'une de leurs sources sont les rencontres de personnages appartenant à différentes classes sociales et l'ignorance mutuelle ou unilatérale du statut public de la personne avec qui on parle. Un exemple classique de ceci, c'est dans Sodome et Gomorrhe, une fête chez les Verdurins, à laquelle les hôtes invitent les propriétaires de l'Araspellière, donc les Cambremer, ainsi que Charlus et Morel. Et c'est le statut du baron, ces cotes sociales qui changent presque à chaque page. D'abord, c'est un vieil ami, je cite, un vieil ami de la famille de Morel qui a retrouvé et qui l'embête à crever. Mais alors, il s'avère être un baron, ce qui incite les autres à une configuration bien préméditée. Je cite, « Madame Verdurin demanda à l'oreille de son mari, « Est-ce que je donne le bras au baron de Charlus? Comme tu auras à ta droite Madame de Cambremer, on aurait pu croiser les politesses. » « Non, dit Monsieur Verdurin, puisque l'autre est plus élevé en grade, voulant dire que Monsieur de Cambremer était marquis. Monsieur de Charlus est en somme son inférieur. Eh bien, je le mettrai à côté de la princesse. » Néanmoins, le sculpteur Sky prétend que Charlus est un usurpateur d'une simple bourgeoisie de petits architectes. Finalement, Madame Verdurin décide d'inclure le baron dans le clan, car bien qu'elle ne pense pas que Charlus puisse être le frère du duc de Guermantes, le protecteur de Morel gagne ses faveurs en la comparant au mécène de l'Antiquité. Proust ne nous épargne pas non plus des scènes de vrai classisme, comme on dit aujourd'hui. Ce sont par exemple les voyages en petit train que le clan des Verdurins est obligé de faire avec le menu peuple, appelé par Brichot avec mépris par un terme latin pecus, c'est-à-dire bétail. Une fois, raconte le narrateur, à Arambouville, comme le tram était bondé, un fermier en blouse bleue qui n'avait qu'un billet de 3e monta dans notre compartiment. Le docteur, trouvant qu'on ne pourrait pas laisser voyager la princesse avec lui, appela un employé, exhiba sa carte de médecin d'une grande compagnie de chemin de fer et força le chef de gare à faire descendre le fermier. Cette scène peina et alarma à un tel point la timidité de Sagnette que, dès qu'il la vit commencer, craignant déjà à cause de la quantité de paysans qui étaient sur le quai, qu'elle ne prit les proportions d'une jacquerie, il feignit d'avoir mal au ventre et pour qu'on ne pût l'accuser d'avoir sa part de responsabilité dans la violence du docteur, il enfila le couloir en feignant de chercher ce que Cottard appelait les waters. Le médecin, ce soi-disant prince de la science, peut être considéré comme l'incarnation même du classisme, car, je cite, « quoique bonhomme, il renonçait aux douceurs du mercredi, donc chez les Verdurins, non pour un ouvrier frappé d'une attaque,
mais pour le coryza d'un ministre. Encore dans ce cas, disait-il à sa femme, « Excuse-moi bien auprès de Madame Verdurin, préviens que j'arriverai en retard. Cette excellence aurait bien pu choisir un autre jour pour être enrhumée. » Un mercredi, leur vieille cuisinière, s'étant coupé la veine du bras, Cottard, déjà en smoking pour aller chez les Verdurins, avait haussé les épaules quand sa femme lui avait timidement demandé s'il ne pourrait pas penser la blesser. « Mais je ne peux pas, Léontine, » s'était-il écrié en gémissant. « Tu vois bien que j'ai mon gilet blanc. » Donc, le jeu des maîtres, on peut dire que le jeu des maîtres et des esclaves, des excluants et des exclus se joue aussi bien à Paris qu'à Baalbek. Cela concerne également le milieu homosexuel. L'idée selon laquelle la découverte de l'homosexualité doit se faire dans le roman sur fond de l'affaire Dreyfus se situe pour moi à la limite du génie sociologique. De même que le capitaine de l'armée française est coupable parce qu'il est juif, il est coupable d'être juif, de même les homosexuels sont coupables parce qu'ils sont homosexuels, ils sont coupables d'être homosexuels. Ici, il n'y a pas de place pour la discussion, pour peser les arguments. Regardons les représentants de cette race. Ce n'est pas seulement Charlus, mais aussi le prince de Châtellerault, Monsieur de Vaugoubert, le personnel de l'ambassade, Nissim Bernard, le prince Gilbert. Dans leur grotesque, ils ne peuvent rivaliser qu'avec des portraits romanesques des Juifs. Si, écrit Proust en 1913 à Louis de Robert, si, sans parler de pédérastie le moins du monde, je peignais des adolescents vigoureux, si je peignais des amitiés tendres, graves, sans jamais laisser entendre que cela va plus loin, alors j'aurais pour moi tous les pédérastes, parce que je leur présenterai justement ce qu'ils aiment. Au lieu de cela, nous avons dans la recherche des images vraiment accablantes de méchanceté, de déviation, combien compatibles avec l'esprit de l'époque. En fait, dans les premières années après la guerre, il valait mieux ne pas parler du tout de l'inversion sexuelle. L'apologie du courage masculin, de la force militaire, était monnaie courante. Écrire sur les pervers a peut-être été bon pour un homme décadent et cosmopolite de la belle époque, mais non pour le nouvel ordre national. Même alors, avant la guerre, peu de gens ont eu l'idée d'avouer leur homosexualité. Le cas d'Oscar Wilde et de Philippe Eulenburg était une menace efficace, paraît-il. Le scandale entourant le prince allemand était si fort que lorsqu'il éclata en 1907, les mots « parlez-vous allemand » sont devenus un mot de passe dans les milieux homosexuels. Et bien qu'en France, le code de Napoléon ait légalement assimilé l'homosexualité à l'hétérosexualité, comme en Allemagne, où pourtant depuis 1871, elle a été de nouveau pénalisée, la pression sociale et religieuse était trop forte pour permettre, dirions-nous aujourd'hui, des coming out. Ainsi, Proust est contraint de provoquer Jean Lorrain en duel en 1897, lorsque ce dernier suggère que le jeune écrivain avait des relations homosexuelles. Le duel inabouti du baron de Charlus dans le roman est sans doute un écho de ces expériences. Sur le plan littéraire, l'homosexualité accompagne Proust pratiquement dès le début. À 17 ans, il dédie à Daniel Halévy un sonnet intitulé « Pédérastie ». Et l'homosexualité féminine, annonce de Gomorrhe, apparaît dans une nouvelle intitulée « Avant la nuit ». En 1908, Proust confie à un ami son projet d'écrire un essai sur la pédérastie. Et des fragments tout faits de ce projet se trouvent dans les notes pour Contre Sainte-Beuve et enfin dans la première partie de Sodome et Gomorrhe, qui est une nouvelle version de cet essai planifié de longue date. Que dit Proust dans cet essai? Tout d'abord, il présente son concept d'homme-femme, une âme féminine enfermée dans un corps masculin, et développée comme une sorte d'héritage génétique, renaissance dans l'organisme masculin d'un ancêtre féminin plus ou moins lointain. Cette théorie,
qui est une combinaison singulière de darwinisme et de psychiatrie, et en même temps une sorte d'inversion du théorème de Freud, car pour Proust, c'est le garçon qui est une fille manquée. En fait, elle rend l'homosexualité impossible. Un homme n'est pas aimé par un autre homme, mais par une femme enfermée dans son corps. Donc, l'homosexualité est en fait une hétérosexualité. Dès lors, Léo Bersani peut parler de hétérosexualisation de l'homosexualité chez Proust. Et Julius Edwin Rivers peut prouver combien la vision de l'inversion de Proust doit au discours médical du XIXe siècle sur ce sujet, médiatisé sans doute par les autorités médicales de son père et de son frère, et vulgarisé par les affaires Wilde et Eulenburg. Elle doit aussi beaucoup à Darwin. Peu après la mort de l'écrivain, Lucien Daudet a rappelé qu'en travaillant sur le début de Sodome et Gomorrhe, Proust lit attentivement « The Power of Movement in Plants » de Darwin. D'où, bien sûr, toute la métaphore fondamentale de la plante et du bourdon. Mais les motifs naturalistes sont ici beaucoup plus élaborés. Leur sens va beaucoup plus loin. Je cite. « Plus près de la nature encore, et la multiplicité de ces comparaisons est elle-même d'autant plus naturelle qu'un même homme, si on l'examine pendant quelques minutes, semble successivement un homme oiseau ou un homme insecte, etc. On eût dit deux oiseaux, le mâle et la femelle, le mâle cherchant à s'avancer, la femelle, Jupien, ne répondant plus par aucun signe à ce manège, mais regardant son nouvel ami sans étonnement, avec une fixité inattentive, jugée sans doute plus troublante et seule utile du moment que le mâle avait fait les premiers pas et se contentant de lisser ses plumes. Le pittoresque de ces images n'est pas leur seul ou leur premier effet, car il paraît plus important de naturaliser l'inversion, au double sens du terme, sa comparaison à la nature et surtout sa naturalité, c'est-à-dire l'ordinaire, le banal. Comme si, préparant le lecteur aux visions cruelles et grotesques des homosexuels, Proust a d'abord voulu souligner que cette cruauté et ce grotesque ne sont pas une conséquence de la perversion, mais font partie de l'ordre de la nature et doivent être envisagés sous l'angle psychologique et surtout en termes sociologiques. Il est difficile de ne pas remarquer que, comme l'a déjà observé dans ses notes de lecture Michel Leiris, Proust traite le sujet de l'homosexualité avant tout d'un point de vue social. Premièrement, il montre les homosexuels comme une tribu, une coterie ou une race, et jamais comme une communauté. Deuxièmement, Proust s'intéresse à l'effet de l'inversion sur la relation d'un individu avec les autres. Troisièmement, l'auteur étudie la réaction des gens au désir homosexuel. L'écrivain agit comme un vrai structuraliste avant la lettre. Il observe, divise, classe, catégorise, et en même temps, encore une fois avant la lettre, évidemment, il agit comme un Oulipien ou un Borges. Il essaye de décrire et d'épuiser toutes les possibilités de toutes les combinaisons possibles des éléments masculins et féminins dans un seul corps. Il dépasse largement la perspective freudienne. Les variétés d'inversion décrites dans Sodome 1 peuvent donner le vertige, non seulement parce que nous les apprenons dans la plus longue phrase de Proust, qui compte 931 mots. De toute façon, ici, l'homosexualité prend le pluriel. La personnification de cette multiplicité, de cette ambiguïté, c'est le personnage d'Albertine. C'est elle et Charlus, une pauvre bourgeoise et un grand aristocrate, qui permettent à l'inversion de se répandre sur la quasi-totalité de l'éventail social. C'est elle et Morel, une gomoréenne aimée par le protagoniste et un dévoreur de cœurs féminins aimé par le baron, qui incarnent la fluidité de l'orientation sexuelle et la non-évidence de la pratique érotique. Sodome et Gomorrhe. L'épigraphe de Vigny divise le monde en deux.
Cependant, dans ce monde, il n'y a pas de symétrie. Si Sodome 1 s'est d'abord laissé sur la pédérastie annoncée par Proust depuis des années, une théorie de l'inversion masculine, c'est en vain qu'on chercherait dans Sodome 2 une conceptualisation pareille de l'homosexualité féminine. En partie parce que le narrateur agit en observateur impartial vis-à-vis du premier phénomène, alors que par rapport au monde des femmes, il est aussi un amoureux blessé, jaloux. En partie parce que, comme chez Freud, la féminité en général, les relations entre les femmes sont dans la recherche une sorte de continent noir, un système de signes impénétrables aux yeux masculins. Regard furtif, frôlement à peine perceptible et demi-mot. L'asymétrie résulte aussi des conclusions tirées des observations. Les sodomites sont par essence des créatures malheureuses. Leur constitution biologique, l'erreur qui sous-tend leur existence, a priori ne leur permet pas de connaître les vraies jouissances, ce qui n'est pas le cas des femmes que le narrateur soupçonne. Et seulement soupçonne, car que pourrait-il savoir de la nature des plaisirs gomoréens? Je cite le narrateur, « Mais ici, le rival n'était pas semblable à moi, ses armes étaient différentes. Je ne pouvais pas lutter sur le même terrain, donner à Albertine les mêmes plaisirs, ni même les concevoir exactement. » En même temps, l'amour entre femmes, sanctifié en quelque sorte par la relation mère-fille, qui, surtout dans la recherche, est une terre forte et inviolable, un vrai sacré dont la profanation ne peut qu'être rêvée. Donc cet amour entre femmes, même comme une perversion, est plus acceptable que la perversion de Charlus, Jupien et Morel. Pas pour le héros, cependant, qui, après la scène entre le baron et le giletier, passe, pour ainsi dire, à l'ordre du jour, ou au moins à l'ordre du discours, construisant une théorie complexe d'inversion à partir de celle-ci, alors que les jeux de Mademoiselle de Vinteuil avec son ami deviennent pour lui un traumatisme dont il ne se remettra qu'à la toute fin du roman. Cette perversité a été bien décrite par Philippe Solers, se référant à la scène de la recherche du bourdon. Sodome, dit-il, est inscrite dans la mécanique de la fécondation permanente et à peine dissimulée. Gomorrhe, au contraire, est une pure dépense négative, une brûlure bien plus radicale. Elle seule a droit au qualificatif de jouissance. C'est une autofécondation, une fleur du mal, quelque chose qui n'a peut-être d'ailleurs rien de sexuel au sens habituel du mot, une perversion beaucoup plus grave. Proust rompt donc brutalement avec la tradition suresthétisée du XIXe siècle de Lesbos pour s'aventurer dans les profondeurs obscures de Gomorrhe, pénétrer son terrain marécageux dans l'incertitude et la peur, un peu comme sa mère sur les traces de la grand-mère décédée, je cite, à pas timide, pieux, sur le sable que des pieds chéris avaient foulé avant elle. C'est comme s'il pouvait sentir et savoir que c'est un ordre dans lequel il n'y a pas de place pour lui. Comme résume ses combats Elizabeth Ladenson, à la recherche du temps perdu suppose une économie sexuelle qui ne repose pas sur une norme phallique. Par conséquent, contrairement aux hommes, les femmes ne sont jamais appelées inverties. C'est un qualificatif qu'il applique aux homosexuels masculins. Il n'y a pas d'inversion féminine, donc, chez Proust, mais il y a des femmes qui aiment d'autres femmes. L'homosexualité féminine, contrairement à l'homosexualité masculine, existe. Quelques pages. Oui, donc j'ai parlé de Sodome et Gomorrhe, en fait, donc de cette essence du romanesque proustien dans Sodome et Gomorrhe. Oui. Et je voudrais encore parler d'un élément, c'est-à-dire l'étymologie, que je considère comme un autre élément subversif
de Sodome et Gomorrhe. Donc, je pense aux tirades étymologiques et onomastiques de Brichot, du professeur Brichot. D'une part, donc, le professeur discute d'un sujet qui, à l'époque, n'était pas en fait, idéologiquement différent. La pensée xénophobe et raciste de Maurras cherche aussi des arguments linguistiques. Et le fondateur de l'Action française a même écrit une préface du livre posthume d'Auguste Longnon avec un beau titre « Origine et formation de la nationalité française, éléments ethniques, unité territoriale » de 1912. Brichot lui-même avait peu de sympathie pour la Nouvelle Sorbonne, où les idées, je cite, d'exactitude scientifique à l'allemande commençaient à l'emporter sur l'humanisme. Néanmoins, ces arguments brisent l'idée lognonienne d'uniformité, prouvant non seulement les racines latines et celtiques des noms locaux, mais aussi la présence norroise, germanique et saxonne dans ces régions, et donc, au moins, la nature complexe de la nation française, sinon l'inutilité des considérations sur ce type d'être abstrait. Mais l'étymologie dans Sodome et Gomorrhe est subversive aussi sur un autre plan, romanesque justement. Comme le note un autre scientifique, important non pas pour Maurras, mais pour Raymond Queneau, Joseph Vandriès, donc c'est lui qui dit que la tirade onomastique de Brichot, c'est à la longue une fatigue et un agacement pour le lecteur. Et pour tout dire, c'est une faute de goût. Aujourd'hui, c'est ce que je crois en fait, après les expériences d'Oulipo, de Kenneth Goldsmith, ou encore de Beckett, Blanchot, Borges, on le voit peut-être un peu différemment. Énumération, répétition, liste, ressassement sont devenus une composante importante de la littérature contemporaine, principalement expérimentale. Chez Proust, cependant, ou peut-être en général dans la littérature de l'époque, sauf peut-être Raymond Roussel. De toute façon, dans une telle littérature, ils sont pourtant un corps étranger. Ils préfigurent le roman de la modernité tardive, mais ils sont tirés d'une littérature beaucoup plus ancienne, celle qui était encore une source de connaissances sur le monde, à la fois roman et traité. Dans Sodome, toute cette connaissance n'a aucun sens. Cela devient juste une manie vide, un ennui obsessionnel, une parodie d'elle-même, et aussi une parodie du genre romanesque proche de Cervantes, parodie de la composition soignée, du modèle organique de l'intrigue, de la correspondance des parties et de l'ensemble, donc de tout ce que nous apprécions tant dans l'œuvre de Proust et dont nous discutons ad nauseam, l'œuvre comme une cathédrale, etc., etc. Comme le prouve les manuscrits, Proust insère en fait arbitrairement dans le récit tel ou tel passage étymologique copié des linguistes et des historiens contemporains. Donc, je dirais qu'il ne compose pas, mais il monte au sens de montage. Il fait un montage comme, je sais pas, Sergei Eisenstein ou Aby Warburg. Le roman ne s'effondre pas, mais il vacille. Et nous, dans un réflexe défensif, comme le dit Vandriès, nous nous fatiguons, nous sautons dans notre lecture par-dessus les arguments étymologiques, tant qu'ils ne s'effondrent pas complètement. Mais que veut exactement Proust de ces étymologies? Que veut le narrateur de son roman? Ou le héros, si vous voulez. Après tout, Brichot ne montre pas ses connaissances comme ça, mais presque toujours lorsque le protagoniste le lui demande, alors que ce protagoniste n'explique jamais sa curiosité. S'agit-il vraiment du statut et de la forme de la langue et de la nation française, du rapport entre géographie et histoire, entre lieu et nom, du nom lui-même? Il semble qu'Anne Henry ait tout à fait raison en disant que les étymologies de Brichot marquent la séparation définitive du protagoniste d'avec les fantasmes poétiques du début du roman, d'avec la magie naïve des noms et de lui coloré.
Les propos de Brichot seraient donc une désillusion douloureuse, une déception difficile, une des inversions romanesques dont parle Sodome. Bien que les étymologies soient ici un peu ridiculisées, présentées comme une manie, comme des mots creux, on comprend qu'il ne s'agit là que d'un réflexe défensif de la part du narrateur, qui comprend déjà, ou du moins pressent, qu'après le deuxième séjour à Balbec, après les explications de Brichot, rien ne sera plus comme avant. Tout comme plus rien ne sera comme avant depuis que Cottard lui a montré la danse d'Albertine avec André. Mais c'est peut-être aussi la question du nom et du prénom. Il est difficile de résister au sentiment que beaucoup de héros de la recherche n'ont pas de nom et de prénom, mais juste une appellation, un nom de lieu, comme c'était un nom de lieu. C'est dans Sodome qu'on apprend qu'Oriane, duchesse de Guermantes, est aussi Zénaïde, car les noms de personnes sont comme les noms de lieux. Je me permets de citer un passage. Brichot, pour changer la conversation, me demanda si je comptais rester encore longtemps à Incarville. J'avais eu beau lui faire observer plusieurs fois que j'habitais non pas Incarville, mais Balbec. Il retombait toujours dans sa faute, car c'est sous le nom d'Incarville ou de Balbec-Incarville qu'il désignait cette partie du littoral. Il y a ainsi des gens qui parlent des mêmes choses que nous en les appelant d'un nom un peu différent. Une certaine dame du faubourg Saint-Germain me demandait toujours, quand elle voulait parler de la duchesse de Guermantes, s'il y avait longtemps que je n'avais vu Zénaïde ou Oriane Zénaïde. Ce qui fait qu'au premier moment, je ne comprenais pas. Probablement, il y avait eu un temps où une parente de Madame de Guermantes s'appelant Oriane, on l'appelait, elle, pour éviter les confusions, Oriane Zénaïde. Peut-être aussi y avait-il eu d'abord une gare seulement à Incarville et allant de là en voiture à Balbec. On se souvient quelle confusion est due au fait que le nom du baron Palamède XV est Charlus, bien qu'il soit le frère du duc de Guermantes. Je suis aussi, dit-il, duc de Brabant, damoiseau de Montargis, prince d'Oléron, de Carency, de Viazeggio et des Dunes, dit le baron à monsieur Verdurin, dit celui dont le nom sert aussi de nom d'espèce dans le roman. En effet, on appelle les invertis Charlus, des Charlus. Le personnage le plus important de cette partie du roman perd ainsi en un sens un de ses noms et le prête malgré lui à d'autres. En inverti, il se disperse dans une foule d'autres comme lui, comme les jeunes Israélites du cœur de Racine. Et peut-être seule Albertine, rarement appelée Mademoiselle Simonet, s'accroche à son nom, tout comme le héros à son anonymat. En effet, ce n'est que dans le tome suivant, La prisonnière, donc le volume non corrigé par l'auteur, donc on ne sait pas si le fragment en question resterait sur cette forme, que le narrateur mentionnera le nom de Marcel. Dans Sodome et Gomorrhe, son nom devient un véritable sujet, un objet d'intérêt et surtout une source de peur. C'est une scène étonnante, à la fois typiquement proustienne et lacanienne, je dirais. La scène d'entrée à la fête chez la princesse de Guermantes. Rappelons, le héros doute d'avoir été invité. Il pense qu'il y a peut-être eu une erreur. Terrifié, il observe le rituel accompagnant l'entrée dans l'hôtel de Guermantes, dans lequel le nom de l'invité est crié à haute voix par l'aboyeur, comme on disait à l'époque. Il est témoin du supplice du duc de Châtellerault, qui, quelques jours plus tôt, incognito, s'était amusé avec l'aboyeur, et maintenant il est obligé de donner son vrai nom. Enfin, c'est le tour du héros. Je cite, « L'huissier me demanda mon nom. Je le lui dis aussi machinalement que le condamné à mort se laisse attacher au billot. Il leva aussitôt majestueusement la tête et, avant que j'eusse pu le prier de m'annoncer à mi-voix pour ménager mon amour-propre si je n'étais pas invité, et celui de la princesse de Guermantes si je l'étais,
Il hurla les syllabes inquiétantes avec une force capable d'ébranler la voûte de l'autel. Et ces syllabes, on les entendra bien sûr pas dans le roman. Mais ce n'est pas la fin encore. La deuxième tentative consiste à être présenté au prince. Le héros cherche des candidats convenables pour cette tâche. Et la première à venir est Madame de Vaugoubert, un homme dans un corps de femme, tout comme son mari est une femme dans un corps d'homme. Ici, cependant, le problème est d'une autre nature. Comment me faire présenter, se demande le narrateur, comment me faire présenter au maître de la maison par une femme qui ne savait pas mon nom? Le projet se termine avec succès, mais seulement après de nouvelles approches et un dialogue imaginaire avec le lecteur sur l'amnésie, car le héros est incapable de sortir de l'oubli le nom de Madame de Souvray. Cependant, ces combats ne se terminent jamais dans un monde où le nom en dit plus sur un homme que son apparence et son caractère. La scène de la fête résonne lors d'une visite à la Raspellière. Je cite, « À l'étonnement que monsieur et madame Verdurin, s'interrompant de disposer les fleurs pour recevoir les visiteurs annoncés, montrèrent, en voyant que ces visiteurs n'étaient autres qu'Albertine et moi, je vis bien que le nouveau domestique, plein de zèle, mais à qui mon nom n'était pas encore familier, l'avait mal répété et que madame Verdurin, entendant le nom d'hôtes inconnus, avait tout de même dit de faire entrer, ayant besoin de voir n'importe qui. » Dans Sodome et Gomorrhe, le héros narrateur est donc parfois n'importe qui. De plus en plus souvent, il est quelqu'un, mais reste systématiquement anonyme. D'autant plus étonnant est l'apparition dans le roman de Céleste Albaret, la servante de longue date de l'écrivain, citée ici par son nom et son prénom, à qui l'on doit des souvenirs extrêmement précieux sur lui. C'est en fait la seule clé autobiographique explicite dans l'intégralité de la recherche, à moins de considérer comme telles les clés disséminées tout au long du roman, des mini-autoportraits comme celui-ci. Je cite, « Moi, l'étrange humain, qui, en attendant que la mort le délivre, vit les volets clos, ne sait rien du monde, reste immobile comme un hibou, et comme celui-ci, ne voit un peu clair que dans les ténèbres. » C'est de là, des ténèbres, d'au-delà des volets clos, que cet oiseau anonyme, pauvre Ploumissou, comme l'appelle dans le roman Céleste Albaret, nous envoie son testament littéraire, qui est Sodome et Gomorrhe. Et je m'arrêterai ici, je terminerai ici. J'ai passé des fragments concernant un tel ou tel détail de traduction, mais quand on a encore une demi-heure, peut-être on pourra en parler si vous voulez, si vous n'avez pas d'autre chose à faire. Donc, je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup pour cette conférence sur le romanesque proustien, portant plus particulièrement sur Sodome et Gomorrhe. D'autant plus que très souvent, si on a déjà réussi à lire Proust, c'est pas toujours évident, on s'arrête le plus souvent au premier volume du côté de chez Swann. Donc, Le moins intéressant. Oui, mais je pense que c'est la réalité, Tomek. Donc, merci beaucoup. Et j'ouvre la discussion.